Jean-Philippe Omotonde, bonjour. Bonjour mon cher Guy Samuel, je suis ravi de t'avoir aujourd'hui. Vous revenez d'une tournée que je dirais pratiquement mondiale, hein, parce que vous avez été en Afrique, au Canada, vous avez fait un certain nombre, parcouru un certain nombre de régions en France. Qu'est-ce qu'il en résulte de cette tournée et quels sont les coins au cours de ces tournées qui vous ont particulièrement marqué et pourquoi? Alors effectivement, bonjour à tous. Déjà, je remercie tous ceux qui m'ont dit avoir écouté les entretiens et qui m'ont vraiment incité à poursuivre. Et vraiment, je suis très ravi de vous avoir aujourd'hui. C'est vrai, j'ai eu l'occasion d'aller au Canada. Au Canada, j'ai été reçu par des frères vraiment charmants. Et on a rencontré véritablement le public canadien aussi, qui est un public chaleureux. C'est pas du tout la même mentalité qu'en Europe. Il y a vraiment ce qu'on appelle l'accueil. Il y a une éthique du vivre ensemble qui nous rappelle véritablement cette éthique du vivre ensemble de l'époque de nos grands-mères. C'est-à-dire on ne regarde pas l'épiderme de quelqu'un, on voit tout simplement ce que cette personne souhaite apporter et comment on peut bâtir en fait quelque chose de fort avec cette personne. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Je dois avouer que les Acadiens, puisque c'est comme ça que ces personnes qui viennent de l'Europe s'appellent, les Acadiens m'ont vraiment agréablement Quelle est surpris. la particularité dans cette relation qu'ils ont développée? C'est-à-dire que l'Acadien, il vous le répète à plusieurs reprises, lui, il fonctionne sur les rapports humains. Il ne regarde pas l'épiderme de quelqu'un, la culture de la personne, il regarde vraiment ce que cette personne souhaite apporter donc, dans la ville, de manière à permettre à cette ville d'avoir un rayonnement supplémentaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose pour eux, c'est important d'avoir des gens qui viennent d'autres horizons, qui viennent d'autres cultures, puisque tout simplement, ça leur permet de pouvoir partager avec ces gens-là. Vous savez, ils ont un mois de l'Afrique, et même s'il n'y a pas de Noirs dans la ville, ils font quand même le mois de l'Afrique. Donc quand il y a des Noirs qui viennent d'Haïti, des Antilles, j'ai rencontré des jeunes de la Martinique qui vivaient là-bas, et de l'Afrique, les gens sont contents. Et ils disent, écoutez, venez avec nous, participer à ce mois de l'Afrique. Et dans ce mois de l'Afrique, on parle des inventions, des savants, enfin des grandes découvertes du monde noir. Mais vraiment, on en parle à la télévision, on en parle dans les journaux, on en parle partout. C'est-à-dire on ne se cache pas pour en parler, on met vraiment en avant le génie africain. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez significatif. Pourquoi ils arrivent à le faire? Comment se fait-il qu'ils arrivent à le faire? Une si grande communauté arrive à le faire au Canada, alors que la France, qui a un parcours assez riche avec la population noire, biaise encore sur cette question. Je pense qu'en France, il y a un problème des élites qui tient en fait à la nature de la construction de l'économie française. Savoir depuis le XVIIe siècle, vous voyez cette problématique de l'esclavage avec le code noir, cette schématique de la vision de l'autre, cette dépréciation du monde non blanc, donc qui fait que dans le rapport avec l'autre, l'économie, vous savez, la France fait majoritairement des échanges commerciaux avec les pays européens. Quand il faut aller vers l'autre, on le voit, les gens sont mal à l'aise. Quand il faut aller faire du business avec l'Inde, quand il faut aller faire du business avec le Brésil, on voit bien qu'il n'y a pas cette habitude-là, en fait. Les gens découvrent, vous voyez, c'est assez impressionnant, mais on le ressent. Il n'y a pas ce discours de valorisation de l'autre dans le pays du Sud, vous voyez. Donc ça, c'est assez marquant. J'ai eu l'occasion aussi d'aller en Égypte. L'Égypte, c'était particulier, c'était la fin de l'ère Moubarak. On a été très bien reçus. On a été la chance d'être un groupe vraiment assez conséquent, près d'une quarantaine de personnes, ce qui nous a permis de disposer de notre propre bus, de pouvoir nous déplacer, d'aller dans les temples, des temples qu'on n'avait jamais visités jusqu'à présent, tels que le temple d'Edfou. Donc ce temple vraiment qui était le temple de la ville sainte, ou Ciré. Impressionnant, c'est vraiment extraordinaire. Je pense que vraiment ce Kemiou Medebuk Tour qui a été mis en place par Salomon, des éditions Medebuk, c'est vraiment quelque chose d'important qui nous permet de nous replonger dans le patrimoine et vraiment la perception civilisationnelle des anciens. Et ça, c'est vraiment très important. C'est cette semaine complète que nous passons en immersion totale dans l'Égypte des anciens. Il y a quelque chose de fort qui se passe à ce moment-là. C'est pas la première fois que vous y allez, mais par contre, en revanche, vous semblez être marqué par ce voyage, cette fois-ci. Oui, ce voyage-là était important parce qu'il n'y avait pas tous les touristes d'habitude, donc ce qui fait qu'on pouvait passer beaucoup plus de temps dans les temples. D'accord. Il n'y avait pas, je dirais, les policiers non plus après les gens. Donc on avait la possibilité de prendre le temps de regarder, de découvrir, de comprendre, de ressentir les choses aussi de l'intérieur. On n'avait pas la course à faire, et ça, c'était quelque chose de très très fort. Visiter un temple en prenant le temps de voir les détails du temple, non, je vous garantis que ça, c'est quelque chose de...
Il faut vivre ça, faut découvrir ça. Moi, je vous dis, toutes les personnes qui sont venues pour la première fois ont été vraiment surprises par l'ampleur en fait de cette civilisation africaine et ce qu'elle représente encore aujourd'hui. Et ça, c'est important de le souligner. Après, on a été au Cameroun. Donc au Cameroun, j'ai été à Douala, à Yaoundé. Alors, c'est vrai que les frères du Cameroun étaient venus l'an dernier au Salon du Livre avec Hélène de Mes débuts Caraïbes. Ils avaient parlé de cette tournée, ils l'avaient mis en place. Donc, il fait qu'on a pu donc aller là-bas vraiment pour faire une tournée de conférences et de discussions avec les gens. Alors, je dirais, le Cameroun, c'est véritablement une terre dans laquelle il y a un foisonnement. Il y a un foisonnement pour tout ce qui concerne la recherche historiographique, la recherche diopienne. Il ne faut pas oublier que Cheikh Anta Diop a eu l'occasion aussi d'aller au Cameroun. Et c'est une terre qui nous a permis aussi d'avoir cet échange, cette discussion de fond avec les gens. Après, je suis revenu, j'ai été donc à Strasbourg, j'ai été à Lyon, j'ai été aussi à Toulouse, donc faire des conférences, rencontrer les gens. Tout ça, ça a été des grands moments d'échange. Bon, c'est vrai que l'actualité s'est emballée avec la problématique de la Côte d'Ivoire, mais quant au fond, je dirais que... Justement, en deux mots, pouvez-vous nous donner votre opinion sur cette question? L'opinion, c'est que je dirais très simplement, la première chose, c'est qu'on l'a vu encore une fois, la communauté internationale qui a des intérêts directs, des intérêts économiques directs en Afrique, ne peut pas être garante du bon déroulement des élections. Je pense qu'il faut se mettre d'accord dessus. Les intérêts sont colossaux, ce sont des sommes financières qui sont très importantes. On voit que manifestement, il y a des dérèglements pratiquement partout dans les processus électoraux en Afrique. Donc, je pense que ça, en tout cas, on en conviendra. La deuxième chose, et pourtant, il y a l'Union africaine. Justement, cette Union africaine qui peine considérablement à assumer donc sa mission, qui refuse finalement, quand elle doit le faire, de prendre une position qui est d'une position africaine. C'est-à-dire, même si de l'extérieur on dit on ne recompte pas les voix, je pense que l'Union africaine peut dire on recompte. Et il y a vraiment un bilan à faire du comportement de l'Union africaine dans les conflits, d'une certaine façon, parce qu'on est confronté plus à la désunion africaine et aussi à des gens qui écoutent des voix de l'extérieur et chacun finalement essaie de trouver son scénario pour pouvoir tirer profit d'une situation où on a le pays voisin qui est en difficulté. Vous voyez, alors que ça ne se passe pas comme ça dans les autres contrées du monde. Il y a quand même une solidification, il y a un esprit d'équipe, même si, il faut le souligner, en dépit de toutes les critiques qu'on pourra prendre, on a bien vu que quand les États-Unis ont voulu partir en guerre contre l'Irak, l'Europe s'est disloquée. C'est-à-dire que chacun a choisi sa voie, certains ont dit qu'ils vont appuyer les Américains, d'autres ont dit non, et on a eu l'impression que l'Europe allait exploser véritablement dans son rapport de fonctionnement à ce moment-là. Donc, je dirais qu'on ne va pas alourdir quand même l'addition au niveau de l'Union africaine parce qu'on a vu se dérouler un certain nombre de choses. La seule chose que nous disons, nous devons avoir une position africaine et nous en tenir à cette position lorsqu'il y a des problèmes de conflit. Est-ce qu'ils ont les possibilités d'avoir une position réelle africaine dans la mesure où il y a plusieurs conditions qui me semblent ne pas le permettre aujourd'hui? Pourquoi? On sort quand même, comme vous avez souvent signalé, d'une traite négrière, de la colonisation, de la décolonisation. Mais on est, comme vous le signalez aussi, dans une guerre de prédation. Est-ce que l'Afrique aujourd'hui, alors qu'en face, il y a une force de frappe énorme, a la possibilité de dire, écoutez, désormais, nous voyons les choses autrement? Est-ce que l'Afrique, les dirigeants africains ont la possibilité de le faire? Alors, il faut un courage extraordinaire. Ça, on peut le souligner. Pour pouvoir arriver à le faire, mais il faut créer les conditions aussi pour pouvoir le faire. C'est-à-dire les conditions déjà économiques. Il faut que les États africains s'engagent véritablement à financer l'Union africaine, parce que l'Union africaine est quand même essentiellement financée de l'extérieur, ce qui est un vrai souci. Bon. La deuxième chose, c'est qu'il faut aussi que les processus électoraux dans les pays, et ça c'est valable aussi pour les pays du Maghreb, soient conformes à la volonté des citoyens. Et il faut aussi bâtir des projets civilisationnels qui soient des projets véritablement d'union, parce qu'on voit que tous ces pays résultent de la conférence de Berlin. On a construit des frontières artificielles et on a forcé des gens qui ne partageaient pas forcément toujours les mêmes intérêts à différents niveaux, à se mettre ensemble pour pouvoir permettre à une puissance extérieure
d'être dans des conditions optimales par rapport à son rival occidental pour exploiter les richesses du sous-sol. Voilà la réalité. Et ce qu'on constate, c'est que finalement, nous vivons toujours sous les conséquences de cette conférence de Berlin, puisque les rapports de précaré fonctionnent. Vous voyez, on voit bien l'Angleterre avec le Zimbabwe, le Portugal avec l'Angola, la France avec la Côte d'Ivoire. Vous voyez, bon, je dirais, on voit bien quand même ce qui se passe aujourd'hui. Mais la dernière dynamique de fond, c'est quand même cette position que nous devons avoir tous d'une façon générale, c'est-à-dire la décision d'être africain. Et quand je vois dans les discussions que j'ai eu l'occasion d'avoir par-ci par-là, je me rends compte qu'il y a un problème quand même sérieux. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on aborde des problèmes aussi de fond à ce point-là. Lorsque vous prenez des gens qui ont fait des thèses sur le développement, le co-développement, le développement durable, donc ils ont fait des thèses de 800 pages, de 1000 pages, donc on vous les présente comme étant vraiment des experts en développement. Comme vous avez pu le rencontrer à Yaoundé. J'ai pu le rencontrer par exemple à Yaoundé, effectivement. Et chose importante, c'est que lorsqu'un Chinois parle de développement, dans sa langue, il a un mot avec un champ imaginaire, un champ sémantique, voyez, pour définir ce mot-là. C'est-à-dire que lorsqu'il parle du développement et qu'il utilise son mot, la définition de ce mot-là ne se trouve pas dans le Petit Larousse. C'est-à-dire la définition du Petit Larousse n'est pas valable pour le mot qui a été employé par le chinois. Maintenant, ce que je trouve puissant, c'est que moi j'ai eu l'occasion de demander aux gens, par exemple, comment on dit le mot développement en Douala, et je n'ai pas obtenu de réponse. C'est-à-dire que on fait des thèses en faisant comme si nos arrière-grands-pères, nos ancêtres, n'avaient pas de cerveau, c'est-à-dire ils n'ont jamais élaboré un mot pour le mot économie, ils n'ont jamais élaboré de mot pour le mot argent, ils n'ont jamais élaboré le mot croissance, les mots développement, pouvoir d'achat. On fait comme si ces mots-là n'ont jamais existé dans nos langues. On a bâti une espèce de prison invisible dans laquelle on a enfermé l'Afrique. Pourquoi? Parce que l'Afrique a des richesses, des minerais. L'Afrique possède pratiquement 90% des richesses de la planète. Donc, quand on a un tel niveau de richesse, l'Afrique devrait avoir 90% de la puissance de réflexion de la planète. Or, l'Afrique a 10% de la puissance de réflexion de la planète, alors qu'elle possède 90% des richesses de la planète. Donc, vous voyez bien que les richesses servent à tout le monde, sauf aux Africains. Voilà le fond du problème. Parce que l'Afrique n'est pas souveraine de son éducation scolaire. Vous voyez, aujourd'hui, on est formé en Afrique, mais pour passer le diplôme, c'est des gens de Bordeaux, de Nantes ou je ne sais pas quelle université qui viennent vous donner le label pour savoir quelle est l'histoire des Bambara. Vous voyez, c'est un peu comme si les gens qui sont gaulois descendaient à Ouagadougou pour passer un diplôme, pour certifier qui est gaulois, descendant de gaulois et qui n'en est pas. Vous voyez bien que les Français seraient les premiers à dire mais qu'est-ce qui se passe? Moi, en tant que descendant de gaulois, je ne vais pas aller à Ouagadougou passer un diplôme avec quelqu'un qui n'est même pas gaulois, qui ne sait même pas où ça se trouve, pour être certifié conforme, d'aller enseigner l'histoire des Gaulois en Europe. Eh bien, c'est le contraire, ça marche. Vous voyez, parce que c'est ça qu'on appelle la colonisation et la colonialocratie. Extraordinaire. Moi, quand j'ai écrit le livre « L'Afrique, berceau des concepts monétaires », berceau du concept de monnaie et des talents monétaires, c'était tout simplement pour montrer que mais ces mots-là existent. Depuis l'époque pharaonique, ancien empire, 3e millénaire avant l'ère chrétienne, le mot prix existait. Voyez, le mot acheter, le mot vendeur, le mot acheteur, le mot économie, tous ces mots-là existaient. Comment vous pouvez imaginer que lorsqu'un Chinois fait une thèse sur le développement, il vous parle de la Chine? Mais lorsqu'un panafricain vous parle, vous fait une thèse sur le développement, il vous parle de l'Occident.
C'est quand même extraordinaire, parce que les mots, les concepts, les champs imaginaires, les champs sémantiques des mots qu'il emploie ne cadrent pas, sont carrément à l'opposé même des fondements de sa propre culture. Donc je dis que où est l'intérêt de faire une thèse qui ne repose pas sur ses fondements, c'est-à-dire sur son patrimoine? C'est se croire intelligent, mais en réalité, on ne l'est pas. Donc, comment faire pour développer un projet civilisationnel, ou alors plutôt, quels sont les éléments qui caractérisent, par exemple, un élan pour un projet civilisationnel? alors, l'élan pour le projet civilisationnel, c'est quelque chose quand même qui est assez complexe, mais qui est très important. Il faut déjà avoir une définition de ce que c'est que le divin, c'est-à-dire une définition propre. C'est-à-dire quand le chinois utilise le mot pour dire Dieu, la définition qu'on a dans le Larousse ne s'applique pas pour le chinois. Vous voyez ce que je veux dire? Quand un Indien du fin fond de l'Amazonie dit Dieu, la définition qu'il donne dans sa langue n'est pas valable, ne se retrouve pas, ne cadre pas avec la définition qu'il y a dans le petit Larousse. Les peuples qui ont vécu le choc de la colonisation, ce sont les seuls, quand ils parlent de Dieu, c'est la définition du petit Larousse qui est valable. Et ça pose un problème. Parce que à partir du moment où on n'a pas la possibilité de définir soi-même son idéal de valeur, on n'a pas la possibilité d'élaborer son développement. Parce qu'on ne peut pas prendre le concept d'un autre pour pouvoir se développer. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la réalité quant au fond. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je prends par exemple un autre problème. Au Salon du Livre, j'ai rencontré un frère. Et je dis au frère, mais si on dit en français le mot développement, bon, parce que lui, il avait fait un ouvrage en créole, je lui dis, mais comment on dit le mot développement en créole? Et il me dit développement. Donc je dis, donc en fait, finalement, les E, on les enlève, et ça devient un mot créole. Je dis oui, mais je dis, mais le problème de fond, c'est que lorsqu'on a fait ça, est-ce que la définition du mot développement en créole, c'est la définition qu'il y a dans le Larousse? Parce que si la définition de ce mot-là est la même définition, c'est-à-dire est conforme au mot, à la définition qu'il y a dans le dictionnaire Larousse, ça s'appelle du colonialisme déguisé. Parce que ça veut dire que finalement on ment aux gens. On fait quoi? Que lorsque nous parlons créole, nous redevenons nous-mêmes, mais en fait nous sommes toujours dans je dirais dans l'espace mental de l'autre, puisque la définition que nous donnons au mot, c'est la définition qu'il y a dans le petit Robert et le petit Larousse. Or, le but du jeu, c'est de sortir de ce cadre-là pour conceptualiser nos propres mots. Et c'est là où je dis, par exemple, quand on a fait les 44 jours de grève, vous voyez, en Guadeloupe avec le LKP, il y a 3 choses d'intéressantes dans ça. Premièrement, il y a le fait, vous voyez, d'avoir inventé des mots, c'est-à-dire profitation, lianage. Donc les lianes, on crée lianage à partir des lianes parce que les lianes, effectivement, dans la nature, sont entrecroisées. Donc on crée un mot. On conceptualise le champ imaginaire de ce mot-là. On en est maître. Profitation. On crée un mot, donc à partir d'une base, donc peut-être occidentale, mais en tout cas, on crée un mot qu'on conceptualise et qui n'existe pas dans le dictionnaire tel que le mot a été conçu. Donc, qui fait qu'on a vu, en Europe, des gens faire des grèves et sortir une pancarte, profitation, et quand on leur demande, mais comment ça se fait qu'ils ont sorti la pancarte, ils vous disent que c'est en référence à ce qui s'est passé en Guadeloupe. Donc, on voit que quand on conceptualise un mot, cette conceptualisation permet aux gens de reprendre le concept quand ils se retrouvent dans le champ imaginaire, le champ sémantique de ce mot-là. Donc ça, c'est important. Voyez? Donc le fait d'avoir conceptualisé des mots et d'avoir créé un champ sémantique propre par rapport à ce mot-là. Maintenant, la chose qui pose problème, c'est le contre. Parce qu'on est toujours contre. On marche contre. On proteste contre. On passe notre temps à faire contre. Or, moi, ce que je voudrais, et je trouve important aujourd'hui, c'est arrêtons de faire contre. Faisons pour. Donc, lianage pour. Mais quand on fait lianage pour, est-ce qu'on peut faire lianage pour profitation? C'est pas possible. On ne peut pas faire le lianage pour profitation. Est-ce qu'on peut faire lianage avec profitation? C'est pas possible non plus. On ne peut pas faire avec. Donc, si on veut faire pour, ça veut dire qu'il faut trouver ce pour-là, qui représente notre idéal civilisationnel quelque part, qui nous permet de comprendre. Voilà quelque chose qui nous servira de base pour pouvoir conceptualiser. Et moi, je pense, vous voyez comme ça, en termes de proposition, quand je prends marronnage, lianage pour marronnage, là, je me dis, ah, tiens, ça devient intéressant. Ce lianage pour marronnage. Ça signifie quoi exactement? Alors, le marronnage,
c'est ces gens qui, autrefois, qui étaient sur une plantation, complètement bloqués, et qui créaient les conditions pour pouvoir sortir mentalement et physiquement de la plantation. Et ce sont des gens qu'on va retrouver partout, en Amérique du Sud, dans l'espace caribéen, et qui vont recréer des civilisations à l'intérieur de la forêt, avec, cette fois-ci, un concept civilisationnel africain. Pourquoi ce lienage pou est intéressant? Parce que vous créez une dynamique. Vous n'êtes pas en train de contrer, on crée une dynamique, on va de l'avant. Bon. Mais quand cette dynamique-là de on va de l'avant est créée, elle peut être conceptualisée et comprise par tous. Je prends de la musique. Je peux faire du marronnage musical. C'est-à-dire que cette musique que je crée, vous ne pouvez pas l'entendre quand vous êtes en Russie. Vous ne pouvez pas l'entendre quand on est en Chine. Parce que cette musique que je crée, c'est une musique qui repose sur ma vision même de ce que c'est que la musique, ma vision africaine, ma vision kamite de la musique. Je peux faire par exemple aussi du lienage économique, du marronnage économique. Marronnage économique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que je vais vendre, je prends un exemple de marronnage économique, je dis que puisque j'ai des moustiques, au lieu d'aller acheter une crème qui a été fabriquée dans un laboratoire en Angleterre, je prends ce que faisait ma grand-mère, c'est-à-dire la citronnelle, et à partir de la citronnelle, je fais une crème, ou je fais un thé, ou je fais une substance que je vais pouvoir mettre sur ma peau. C'est-à-dire je fais, vous voyez ce que je veux dire par là? Du marronnage économique. C'est-à-dire que je décide que je vais utiliser ma base culturelle comme fondement de ma future économie. Je peux faire aussi du marronnage éducatif. Je peux décider que dorénavant, je parle créole à l'enfant, avec une création de concepts au niveau des champs imaginaires créoles. Je peux faire du lienage sportif, c'est-à-dire que je crée une compétition dans les sports, sont des sports qui existent chez moi et qu'on ne va pas forcément trouver ailleurs. Donc on peut faire du marronnage à tous les niveaux. Est-ce que vous voyez? Et ce concept de marronnage, qui peut être du marronnage et aussi du marronnage économique, fait que forcément, ce qui était à la base de l'économie de nos grands-mères, eh bien, revient à la mode. Ce que j'entends par revient à la mode devient le fondement même de notre réflexion. Qui fait que quand je fais le marronnage, j'introduis le marronnage dans une thèse que je fais sur le développement, il n'y aura pas le mot développement. Vous voyez, je vais conceptualiser mes mots, conceptualiser mon mot économie. Je fais du marronnage à tous les niveaux. Et donc ce marronnage-là, au lieu d'être contre quelque chose, je suis pour quelque chose. C'est-à-dire sortir de cet univers carcéral, mental et physique dans lequel on a souhaité me mettre, pour pouvoir créer un monde nouveau dans lequel moi je suis maître des concepts. Je suis maître de cet imaginaire-là. Et ce qui se passe, c'est que ça m'oblige aussi à faire un effort particulier, même au niveau de cette langue, qui est le créole, pour pouvoir créer des champs imaginaires sur les mots. Et ça crée une dynamique nouvelle. Donc ça pose la question, finalement, quel type de société que je veux construire demain, mais non pas contre, mais pour moi, c'est-à-dire dans le cadre de mes propres intérêts. C'est-à-dire dans le cadre de mes intérêts, sans être fermé à l'autre. C'est-à-dire le but du jeu, c'est pas de dire je vais faire contre un tel ou contre un tel. Je fais en mettant en avant mon patrimoine civilisationnel parce que j'ai un projet civilisationnel. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très très important. Parce que, vous voyez, par exemple, il y a une science en histoire qu'on appelle la toponymie. La toponymie, c'est une science qui dit que lorsque j'ai pris possession d'un territoire, la preuve, c'est que j'ai pu donner un nom à ce territoire. J'ai pu donner un nom au lieu où je suis venu habiter. Or, qu'est-ce qui se passe? Nous avons du mal à évoluer à ce niveau de pensée. C'est-à-dire que les noms que nous nous donnons, les noms que nous donnons au lieu, doivent être aussi dans le cadre du marronnage. Voilà ce que je dis. C'est-à-dire que nous devons faire aussi du marronnage dans les choix des noms des localités, dans les choix de nos noms. Dans ce niveau-là aussi, le marronnage doit être à tous les niveaux. Et c'est un marronnage qui consiste tout simplement à retrouver la faculté d'être un créateur. Nous ne sommes plus dans le cadre de suivre, je dirais, les idées ou les concepts émanant d'un autre ou de l'extérieur, mais nous devenons des créateurs de nos propres concepts. Nous analysons notre potentiel, les forces, les faiblesses, et à partir de là, nous créons des concepts. Et ces concepts-là pourront être repris par d'autres, tout simplement parce que nous aurons défini le champ sémantique et l'imaginaire de tout cela. N'oublions jamais que tous les mots véhiculent avec eux un champ imaginaire. Quand on a dit un mot, il y a aussi une charge émotionnelle que véhicule ce mot-là. D'où le fait de créer de nouveaux mots,
de manière à créer des charges émotionnelles positives qui nous permettent tout simplement de nous dynamiser et d'aller de l'avant ensemble chaque fois qu'on prononce ces mots-là. Je pense que là-dessus, il y a une vraie réflexion à mener à ce niveau-là. Alors, pour finir, Jean-Philippe, comment dit-on en égyptien « je vous remercie » ? Comment dit-on? Vous savez, chez nous, en Égypte, en Stéim, quand on saluait les gens, en fin de journée, c'était donc la fin de l'après-midi, donc Guéré, qui représente la nuit, et Otep. Donc on dit Guéré, Otep. Guéré Otep, Jean-Philippe. Guéré, Otep, mes très chers. À très bientôt. À très bientôt.